19 juin 2025. Ce que j'en pense du cinéma. Alors tout d'abord, je voudrais préciser que je ne suis pas neutre par rapport au cinéma, étant donné que je suis réalisatrice d'un court-métrage et de 2 longs-métrages, et que je suis aussi scénariste. Et donc, parler du cinéma, c'est donc un peu parler de moi aussi. Ce que j'en pense, et évidemment, bien sûr, tourner aussi sur ma propre pensée, mais je voulais quand même préciser que c'est quelque chose qui me tient un tout petit peu plus à cœur. Donc, je ne sais pas si les gens pourront complètement se reconnaître à l'intérieur de ce que je vais dire. En fait, le cinéma, pour moi, donc, c'est un acte culturel et scientifique. Alors évidemment, bien sûr, pour les 3/4 des personnes, ils considèrent le cinéma comme un divertissement et comme un moyen, en fait, de passer du bon temps. Moi, je considère ça comme une expérience scientifique et comme une expérience culturelle. Alors, dans le sens culturel, dans le sens pédagogique du terme. C'est-à-dire que grâce au cinéma, on peut avoir une culture générale, avoir accès à une banque de données sur une certaine vitesse, qui nous permet en fait de relativiser le monde et donc de nous cultiver en même temps que de relativiser notre position dans le temps. Donc ça, c'est le côté scientifique aussi, puisque ce qui est l'avantage du cinéma, c'est que nous sommes obligés d'être en distanciation. Nous ne pouvons pas être collés à l'image. Nous avons donc une figure géométrique qui s'impose en premier et une considération de l'espace, comme s'asseoir dans un fauteuil ou sur un strapontin ou sur un coussin ou allongé par terre avec un tout petit module comme un téléphone ou un très très grand écran comme dans une salle de cinéma. Nous sommes obligés de considérer notre espace et notre distance. Dans cet effet, il y a la relativité au temps présent, c'est-à-dire qu'on est en considération d'une vérité dans l'espace-temps. Et dans cette vérité dans l'espace-temps, nous avons inconsciemment un effet qui s'opère en nous, qui est un effet de considération subconscient. Nous sommes dans la capacité de nous auto-hypnotiser pour être attentifs à une histoire qui va nous être racontée ou à une série de séquences qui vont être visionnées. Puisqu'on ne peut pas parler entièrement d'histoire tant qu'on n'aborde pas le sujet de la littérature. Donc le cinéma, pour moi, c'est le prolongement, évidemment, de ce qui avait été développé à travers la peinture, puisque la relation à la distance était évoquée à travers l'observation d'un tableau. On se positionne. Sauf qu'avec la peinture, on peut relativiser sa propre distance. C'est-à-dire on peut se lever, changer d'axe et observer la mouvance d'un tableau par rapport au choix de position, de coordonnées, on va dire, que l'on choisit par rapport au tableau, et auquel cas on a un rôle, littéralement, un peu de caméraman à ce moment-là. Donc le cinéma est un outil qui est hyper intéressant pour la société, qui n'est pas entièrement un outil pour le divertissement. Qu'on le considère comme un outil pour le divertissement, c'est normal, puisqu'on sort se divertir, et on apprécie, ma foi, le divertissement. Il y en a qui préfèrent aller au karaoké, il y en a qui préfèrent aller au cinéma. Et le cinéma délivre, quelque part, une version contractée de l'existence, ce qui nous permet d'être purgés de l'ineptie que contient aussi le mouvement existentiel du réel.
Dans le réel, nous avons la possibilité de regarder les gens que par fraction. C'est-à-dire que où nous sommes intéressés par un mouvement, par exemple, je dois aller à la boulangerie, et donc je suis intéressée par mon propre mouvement parce que ça m'est nécessaire d'aller à la boulangerie. Je vais donc avoir une interaction avec la boulangère, je vais acheter mon pain et je reviens chez moi pour avoir une action. Nous sommes quelque part dans une suite de séquences. Le fond de décor existe, les protagonistes de la séquence existent aussi, et il y a les acteurs de second plan, de troisième plan, etc., de quatrième plan qui existent aussi. Mais nous ne prenons pas considération que cet extrait d'existence est densifié au point d'être relatif à une dramaturgie. Donc nous ne connaissons pas en fait qu'est-ce qu'est le monde à travers le réel. Nous connaissons qu'est-ce qu'est le monde à travers l'expérience, l'action et le poids qu'on y met. C'est-à-dire dans l'action et l'intérêt qu'on y met. Si nous ne faisons pas cet effort, nous n'avons pas de connectivité avec une forme qui pourrait s'avoisiner à la vérité dans la réalité. Le cinéma, par contre, nous oblige à nous positionner, c'est-à-dire que nous avons payé notre ticket, donc il y a un effet quand même assez important de savoir que l'action du désir est évoquée à travers ça. On ne va pas au cinéma par non-désir, sauf si on est obligé de suivre un groupe qui va au cinéma, et on s'assoit et on est censé être attentif. Je dis bien censé. Parce que ça ne veut pas dire que tout le monde est attentif à ce qui va se passer en regardant l'écran. Dans cet état, on est disposé à recevoir bien plus que l'histoire qui est supposée être racontée. Il nous faut donc prendre en considération que le cinéma fait aussi un office de relativité par rapport à qu'est-ce qui existait. Car nous pouvons voir des actions, même si elles sont des suites de séquences, des actions évoquées de la vie en continu avec un vrai trajet d'un point A à un point B. Le point A étant le début du film et le point B la fin du film. Dans ce segment, dans ce fragment, est disposé un relatif au temps. Selon le réalisateur, on peut avoir un biopic qui va générer des tranches d'espace-temps différents, où la narration va prendre en considération aussi l'évolution dans le temps, où nous avons aussi la possibilité d'avoir un temps dilaté, qui n'est pas entièrement le temps du réel, mais sur lequel tout le monde arrive à exposer intérieurement sa propre relativité au temps comme étant un temps qui est bien réel et vécu puisque nous sommes dans une action sur le temps présent. Donc la première base en fait de réflexion, c'est le temps présent. Nous sommes bien en considération de notre propre capacité à être au moment où nous regardons un film. Dans cet effet, il y a le soulagement aussi, parce que la vie ne nous renvoie pas ce qu'on appelle notre propre principe réflectif. Or, nous sommes issus d'un prisme, d'un assemblage sur lequel l'optique est le premier outil qui est révélateur en fait, d'un monde qui se dispose à plusieurs définitions. Et le cinéma nous apporte la possibilité donc de voir ce monde dans un cadre relatif à une géométrie principalement rectangulaire. Alors, le rectangle est très intéressant parce que le rectangle vient parler de l'espace courbe. Bizarrement, le cinéma, à part si on regarde un film en 3D, on a un effet courbe naturel qui est tout à fait perceptible par l'œil humain. Or, il n'est pas courbe, c'est quand même un espace plat. On parle d'un espace plat qui est ensuite
agrémenté grâce à la technologie que nous avons, manière de filmer nos caméras, etc., où la façon de filmer nous apporte une féerie littérale en nous relatant en fait de qu'est-ce que c'est que l'espace courbe. Et dans cet agencement, nous avons la possibilité d'avoir nos capteurs qui sont sensitivement, sensoriellement optimisés parce que notre œil réfère de notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau acquiesce pour délivrer en fait une sorte de chimie dans laquelle nous sommes disposés à être plus ingénieux qu'il n'en paraît. Alors pourquoi on est plus ingénieux quand on regarde un film? C'est parce qu'on est capable instantanément de trouver le translateur. Il faut savoir que le monde, au départ, il est hermétique. La pensée d'une personne est un hermétisme. Que par le fait que nous malaxons notre cœur et notre esprit, nous arrivons à nous entendre sur quelques points, mais jamais nous n'aurons la possibilité de s'accorder une définition exacte de compréhension, sauf par la mathématique. C'est pour ça que les mathématiciens sont capables de rester des heures et des heures et des heures dans la conversation, puisqu'ils sont dans un langage qui est littéralement de convention, sur lequel le sujet est extrêmement stimulant pour ça, parce qu'il est, il est accessible avec une certaine pureté. Dans le langage quotidien, nous sommes véhiculés par nos émotions, donc nous ne pouvons pas relater en fait d'un espace aussi facilement. On est obligé de tâtonner avec la relativité qui incombe à chacun sur la capacité de percevoir un événement. Au cinéma, l'avantage, c'est que le metteur en scène mâche un peu le boulot. C'est-à-dire qu'il apporte en structure, par son ingéniosité, plusieurs axes de compréhension de son œuvre. Et donc, nous choisissons facilement l'aspérité qui nous convient. Et auquel cas, nous sommes emportés sensitivement dans l'image, et nous n'avons pas besoin d'être entièrement au courant de qu'est-ce qu'est l'histoire, parce que nos capteurs personnels ont déjà fait un premier choix, en fait, de qu'est-ce que sera l'histoire. Ce qui veut dire que, à la différence d'un livre où, malheureusement, si l'auteur ne fait pas l'effort de conditionner son lecteur à être littéralement dans le cœur, dans le corps en fait de l'œuvre, chacun pourra mettre finalement le costume, le décor. Personne n'aura une vision particulière du chandelier posé sur la table si le chandelier n'est pas extrêmement précis, avec une historique, un descriptif, la marque du chandelier, et qu'il faudra faire donc une recherche pour savoir exactement quel était ce chandelier. Au cinéma, le chandelier est réellement sur la table. Donc ce qui fait que tout ce qui est art déco dans le cinéma, tout ce qui est la lumière dans le cinéma, permet un focus sur le relationnel ou sur l'action entendue et exprimée. Et donc, nous nous enrichissons à la vitesse grand V quand nous regardons un film. Donc c'est pour moi donc un monde de culture qui est proposé à travers le cinéma. Après, pour le genre, c'est différent, puisque on sait très bien qu'on peut avoir un nanar, on peut avoir des très très mauvais films qui arrivent quand même à trouver des producteurs pour les produire, et puis on peut avoir des chefs-d'œuvre qui sont, eux, inaccessibles parce qu'ils contiennent un concentré sur lequel l'auteur ou le réalisateur n'a pas voulu que l'aspérité soit nivelée. Donc ça nous permet aussi de s'accrocher comme si on faisait une montagne, par exemple, sauf que bon, il faut malheureusement se sécuriser aussi parfois quand on regarde quelque chose, parce que on ne peut pas non plus être formaté au point
d'un esprit d'un autre, et donc nous sommes obligés de faire l'effort de comprendre un nouveau langage. Donc le cinéma, pour moi, c'est la relation aussi au temps, puisque nous avons 24 images par seconde, et que dans 24 images par seconde, nous avons un déroulé, en fait, du temps linéaire, et comme le temps linéaire est développé avec une matière spéciale, nous sommes plus en relation avec la matière du continuum espace-temps, quand on est encore en relation avec le cinéma. Et je pense, ce n'est qu'un point de vue personnel, que nous aimons le cinéma à cause de ça. C'est une contraction de l'espace-temps à ce moment-là qui nous satisfait, sur lequel l'échelle dimensionnelle du temps nous satisfait parce que nous sommes quelque part une sorte de bulle comme ça, temporelle, et dans lequel il est disposé la connaissance de quelque chose de bien plus grand. Alors on n'en a pas entièrement conscience, mais notre corps, notre esprit, qui est lui écosystémique, en a tout à fait conscience, et il s'organise naturellement à fixer les éléments dont il a besoin. Donc pour moi, le cinéma est une des inventions qui a contribué à fixer le mouvement de l'évolution des hommes. Puisque il faut savoir que l'être humain, en fait, se constitue justement de par ce qu'il voit quelque chose et qu'il le comprend. Donc le fait qu'il y ait eu des gravures, des sculptures, des bâtiments, etc., a contribué à marquer le temps. Et depuis le cinéma, nous avons eu aussi l'image sous toutes ses formes, que ce soit petit écran, grand écran, tout ce qui fait notre monde actuel passe par un rectangle dans lequel il y a le désœuvrement et l'accomplissement en même temps. Nous touchons en fait les deux pôles contradictoires en un même espace-temps. Et donc le cinéma est hyper important à l'heure actuelle parce que c'est l'outil le plus intelligent par rapport à ce que nous vivons nous. Où nous vivons en fait une découverte du narcisse à travers le monde virtuel, et auquel cas le protagoniste qui est censé être révélé n'est pas obligatoirement celui qui est disposé à être détaché, c'est-à-dire détaché de sa propre constitution. Et Narcisse étant le premier homme que l'on aborde quelque part, il y a obligatoirement une projection qui est immédiate, ça s'appelle la catharsis, dans le fait où on se projette aussi sur le support qui est en face de nous dans le cinéma, et ça nous libère un tout petit peu de notre propre incapacité parfois à s'entendre avec son narcisse. Donc le cinéma est bénéfique, il est une médecine qui est importante parce que la convention justement de la fiction, qui n'est pas la même que le fait de raconter la vraie vie, parce que la vraie vie n'existe pas. Il faut bien se mettre ça dans la tête, c'est que ça n'existe pas, la vraie vie. Si on filme quelque chose, on filme un espace-temps qui n'est pas l'entier événement qui s'est passé à ce moment-là. Donc la vraie vie telle qu'on est, on tâtonne encore, nous sommes encore dans des profundis mundis. Donc nous ne pouvons pas encore parler de pouvoir ressasser ou reléguer notre pensée à une certaine clarté sur la vérité parce que nous tâtonnons encore. Et le cinéma nous aide considérablement à créer le fil de la compréhension des systèmes séquences, en fait des espaces de relation à l'optique dans lequel de ceux que nous avons besoin pour comprendre qui nous sommes dans le monde. Donc le cinéma, en fait, tient une position relativement puissante dans la société. La société a considéré qu'elle est civilisée, bien sûr, hein, parce que j'ai envie de rigoler, parce qu'évidemment, nous ne sommes pas civilisés. Donc, disons qu'il contribue à ce que la civilisation soit réellement civilisée.
Et donc, nous avons besoin de cet outil grandement. Or, encore une fois, nous vivons une bizarrerie au XXIe siècle, hein. C'est qu'avec l'accès au web, avec la propension à chacun à vouloir être de son propre théâtre et donc d'être son propre réalisateur de sa propre existence, une pléthore de petits réalisateurs en herbe qui pensent qu'ils sont sur la bonne voie parce qu'ils maîtrisent des technologies euh, qui sont pas obligatoirement celles qu'utilisent les réalisateurs, mais qui leur permet d'avoir tout de suite une maîtrise complète. On s'aperçoit que c'est dans ce moment-là que le cinéma est le plus puissant parce qu'il vient réellement faire office de concrétude. Il vient dire, si vous voulez connaître l'existence, appréhendez-moi et je vous délivrerai de votre ineptie si vous êtes capable de suivre une histoire un peu plus que de 7 secondes à 10 minutes tout au long du film. Et donc, nous avons une garantie de connaître au moins quelque chose du monde lorsque l'on va voir un film au cinéma. Chose que l'on ne peut pas dire lorsque l'on est, par exemple, face à un documentaire, parce que notre cerveau ne réagit pas de la même façon sur quelque chose qui est vrai. La notion de vrai dans l'abstraction, on va dire, ou la distanciation, ne fonctionne pas aussi bien. C'est pour ça que les gens regardent le journal télévisé et n'ont pas de réaction. Si on aurait des réactions, on pleurerait. On n'a pas de sentiment particulier sur la vérité ou la réalité qui est représentée. Les seules choses sur lesquelles les êtres humains ont prouvé qu'ils étaient capables de s'autoprojeter, c'est par exemple dans ces émissions sur la télé-réalité. Et ils choisissent un protagoniste, mais en général, c'est pour faire une comparaison de niveau. C'est-à-dire, c'est une façon de procéder à une relativité sur sa propre existence ou à se libérer aussi de quelques sentiments d'être de son propre théâtre et que le théâtre, il n'est pas si passionnant. Et donc la télé-réalité a donné beaucoup à l'être humain la possibilité aussi de se rendre compte qu'il était aussi dans un petit théâtre, dans son existence. Le cinéma est un tout petit peu plus structurant, parce qu'encore une fois, il y a un segment qui est bien plus grand. En général, un film, un long métrage est considéré à partir d'1 heure de temps. Donc 1 heure de temps avec une vraie position physique, c'est hyper important de pouvoir dire qu'on a été capable de tenir 1 heure à regarder un film et ensuite de se rendre compte qu'on a quelque chose parfois à dire à ce sujet. Et ça, c'est très important, parce qu'on ne prend pas le temps, par exemple, on n'est pas psychologue au point de prendre le temps de relater de sa journée avec la même distanciation que lorsque l'on regarde un film. Or, on est capable d'avoir un point de vue émotionnel sur une histoire racontée à travers l'image, et parce que les acteurs aussi portent par leur jeu l'intensité. Alors le cinéma, bien sûr, c'est les acteurs et les actrices aussi. Ce n'est pas uniquement... on pourrait faire, par exemple, le cinéma d'Artus Bertrand est un cinéma qui est mitigé, puisqu'on pourrait le classer dans le documentaire plutôt. Et donc on ne va pas le citer entièrement, mais on pourrait dire qu'il a développé le sens de l'image et de savoir filmer correctement la Terre. Mais on va parler plutôt des histoires racontées par des acteurs et des actrices. Et les acteurs et les actrices, pour moi, personnellement, hein, je préfère préciser, sont les éléments les plus disposés dans notre société à raconter l'existence, parce qu'ils ont la capacité sensitive
de rééprouver quelque chose qui vient de l'antique. C'est-à-dire de l'antique, c'est-à-dire qui vient de très très loin. On parle toujours de distance ou de temps, et là ça vient de très très loin. C'est une émotion qui vient de très très loin. On n'a jamais une disposition émotionnelle. On est obligé d'aller chercher très très loin une émotion dans laquelle on va se disposer et on acte ensuite cette émotion. Et donc, les acteurs et les actrices imprègnent la pellicule. C'est pour ça qu'en général, ils deviennent de grandes stars. C'est parce que leur charisme, leur puissance scénique vient littéralement déborder de l'écran. Et nous sommes happés par une vérité. Et cette vérité est fondatrice. Elle est fondatrice parce que nous ne rencontrons pas énormément de vérité dans notre monde. Nous sommes confrontés à des choses qui sont plutôt mensongères. Or, bizarrement, le cinéma est une fiction. Donc en gros, nous avons en face de nous des personnes qui sont d'une extrême vérité en racontant quelque chose qui n'est pas eux. Donc ils viennent se grimer dans quelque chose qui n'est pas eux et ils sont sincères dans leur démarche. Donc nous rencontrons une forme de vérité à ce moment-là et donc il y a quelque chose de très puissant. Et cette puissance-là nous soulage parce que nous ne sommes pas confrontés en fait à un développé électromagnétique dans la vie de tous les jours. C'est comme si nous étions en carton-pâte un peu. Au lieu d'être de chair et d'os, nous serions des marionnettes en carton-pâte qui se baladent comme ça, et sur lesquelles il n'y a pas le sens de la gravité, ni même le sens de l'existence. C'est pourquoi le cinéma est hyper stimulant pour une personne comme ce que je suis, scientifique, ou qui travaille dans le domaine du visuel. Et donc en écrivant, par exemple, je prends l'exemple justement d'un scénariste, l'avantage de travailler pour le cinéma, plus que pour faire un roman, c'est que on a réellement un désir de l'incarnation. C'est-à-dire le vrai rapport au corps. Et le cinéma étant quelque chose d'assez bizarre, puisque finalement les gens sont en séquence, ils vont tourner à des heures qui ne sont pas les bonnes heures, des heures du temps que nous on comprendra que c'est par exemple 14 heures, alors si ça se trouve on ne tourne pas à 14 heures. Donc il n'y a pas une relation particulière entre l'instant présent qui est l'existence de ces comédiens à travers le film et nous qui allons réceptionner le film. Mais à l'écriture pour un scénariste, on sait qu'une seule chose, c'est que c'est l'incarnation qui va être victorieuse dans cette affaire. Et que la pellicule, le rouline, va capter entièrement cette incarnation. Et qu'elle ne pourra pas s'échapper. Qu'elle ne sera pas désincarnée par la pensée de quelqu'un. Comme pourrait être désincarné, je ne sais pas moi, le personnage de Julien dans une vie de Maupassant, par un lecteur qui ne comprend pas la relation qui est entre les personnages et qui désincarne un personnage. Donc au cinéma, on a quelque chose de plus fort que dans l'écriture. Même si l'écriture est très stimulante, puisqu'on est obligé de reconnaître que d'être son propre générateur d'optique à travers la lecture est aussi extrêmement stimulant. Mais là encore, c'est un peu plus intéressant quand on sait raconter une histoire. Donc il faut une petite base théâtrale pour apprécier réellement un livre. C'est mon avis. Oui. Au moins apprécier le théâtre. Et donc voilà, pour moi, le cinéma est un outil, un des outils les plus intelligents qu'on ait créé, parce qu'il est extrêmement performant sur la régularisation des mots MAUX
au travers de circonstances évoquées dans le domaine de la fiction. L'avantage du domaine de la fiction aussi, c'est que nous avons la contraction psychanalytique. Nous ne sommes pas, ce que les surréalistes avaient développé aussi à une certaine partie, c'est-à-dire que nous ne sommes pas entièrement raisonnés. Parce que la raison, en fait, est une convention. Elle peut évoluer en fonction des mœurs et des coutumes. Elle peut aussi être remise en question à partir de innovations scientifiques et donc une compréhension philosophique, etc. Donc nous ne sommes pas entièrement finis et nous nous construisons toujours à chercher l'assemblage le plus intéressant qui va fournir en fait les clés de compréhension du monde pour les générations futures. Donc le cinéma est réellement performant pour ça parce qu'il nous délivre des moments qui vont nous expliquer aussi l'historique, l'historique de qui nous sommes, de comment nous sommes, de pourquoi nous sommes, à travers des assemblages ingénieux ou issus d'un alambic. Un alambic, il peut être démesuré, il peut être fantasque, il peut être désordonné, il peut être de différentes couleurs. L'essentiel, c'est qu'il soit stimulant. Un peu comme de la peinture. On n'est pas obligé d'être rationnel à travers une œuvre cinématographique. Il est intéressant de savoir structurer parce que il faut être de sa contemporanéité, il faut comprendre aussi la nécessité d'une période et donc délivrer à travers une œuvre un message qui est apparemment le message de la période, c'est-à-dire des 60 ans à 80 ans dans lesquels on se situe. Mais on peut aussi être complètement désordonné aussi dans son propre choix d'optique et livrer des œuvres abstraites qui sont aussi des nécessités. Alors ça, c'est malheureusement, on ne peut pas parler de cinéma grand public, mais on peut parler que l'expérience sensorielle dans le cinéma est un moyen aussi d'édulcorer l'ineptie qui est résident aussi dans notre incapacité à se mesurer, de savoir comment se graduer dans son sentiment ou dans son action lorsque l'on est malheureusement dans la vie réelle. La vie réelle ne comporte pas autant d'aspérité qu'il n'en paraît, parce que nous ne savons pas encore qui nous sommes. Et c'est malheureux. Avec la somme complexe qui est développée dans notre système, en fait, dans nos moteurs de recherche, nous devrions avoir plus de curiosité et en fait, on n'en a pas autant qu'il n'en paraît de la curiosité. Les gens sont réellement accaparés par Narcisse. Donc Narcisse est le dominant et donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à changer cette optique puisque Narcisse est un des premiers révélateurs. Il est celui qui rationalise un espace aussi. Si une personne est fascinée par son propre reflet, c'est que quelque part, elle prend conscience qu'elle existe. Et donc, on ne peut pas non plus interphaser en disant arrêtez de vous regarder le nombril, allez plus loin que votre nombril, parce que malheureusement, c'est normal. Il y a quelque chose qui est tout à fait normal. Ça paraît puéril, mais ça ne l'est pas. C'est une phase qui est tout à fait logique que l'être humain se mette à se contempler dans quelque chose qui lui renvoie quelque chose, et en direct et en différé. Mais malheureusement, pour ceux qui sont du monde de la culture, et par conséquent ceux qui sont du monde pédagogique aussi, puisque nous sommes cités monde de culture dans la pédagogie actuelle, nous sommes étudiés à la fac, etc., il nous faut prendre en considération que l'œuvre ne peut pas être entièrement dilettante, et que le support qui nous est alloué, qui est donc la capacité de projeter
une histoire sur grand écran est une capacité aussi à impacter et à permettre à une société de se désenclaver d'une mauvaise gestion de ses propres informations. Alors, il ne faut pas faire de l'éducatif non plus toutes les 3 mètres, puisqu'on a beaucoup eu ça, du socio-éducatif, avec des couleurs assez criardes. Et donc, on ne peut pas non plus parler entièrement de la mobilisation du cinéma pour ça, puisqu'il faut que ça reste un art abstrait dans lequel est développée l'abstraction. On est quand même dans le sujet, à travers l'art, on est bien toujours sur la relativité à être un homo sapiens. Celui qui s'est distancé, qui utilise la distanciation et l'abstraction pour se véhiculer dans son monde. La difficulté étant de trouver sa place dans le monde du cinéma. Car l'outil, le moyen, tout ça, maintenant nous sommes dans une situation qui est clairement de l'eau sablonneuse. C'est-à-dire que nous ne savons pas exactement si nous avons un sable mouvant pas loin, ou si nous sommes sur une île, ou si nous approchons de la terre ferme. Nous n'avons plus le sentiment qu'il y a une constitution du cinéma. Il y a encore des vestiges, le Festival de Cannes existe, les acteurs sont toujours aussi beaux, savent toujours aussi bien jouer, mais il y a une confusion, à cause aussi de l'hypra-technologie qui a rendu, en fait, on s'approche de la marionnette à grands pas, donc on se retrouve un peu dans Roger Rabbit, quoi. Les gens sont hyper étalonnés, ils sont même carrément changés physiquement, et il n'y a pas une aussi grande maîtrise qu'il n'en paraît. Donc évidemment, ça pose un petit problème. Parce qu'au lieu de muscler en fait les histoires, ils préfèrent muscler les effets spéciaux. Et malheureusement, les effets spéciaux ne sont pas le principal axe de raison d'un film, même si c'est un film d'action. La nervosité, l'expression en fait de savoir comment tisser une histoire. Alors les scénaristes sont mal lotis au cinéma. Ce ne sont pas eux qui sont acclamés. Pourtant, ce sont eux qui amènent l'infrastructure sur laquelle réside toute la cohérence aussi des sentiments et des actions qui vont être mises en scène. Donc voilà, il faut penser que le cinéma est à défendre et qu'il faut qu'il ait à nouveau ses lettres de noblesse comme étant un des outils majeurs de la culture dans n'importe quelle civilisation dans lequel il est représenté, que ce soit... Nous sommes réunis par cet art-là, nous ne sommes plus d'un pays obligatoirement, mais nous sommes d'une pratique. Et il faut donc préserver ce peuple, on va dire, de construction par l'image, parce que la virtualité qui est extrêmement stimulante à l'heure actuelle peut impacter dramatiquement aussi sur l'acte visuel dans le quotidien des gens et reléguer en fait les films comme étant moins passionnant que de faire sa propre popote dans son coin avec des personnages virtuels. Ce qui sera malheureusement une des obligations à l'heure actuelle du monde. Mais tout le monde va se jeter à corps perdu dans cette réalisation. Je pense pas que ça soit très passionnant d'être dans son propre... d'être diémurge comme ça à ce point-là, en choisissant la tête des comédiens pour aller faire un film de merde, en ayant quantifié l'histoire, en disant ouais moi je suis fatigué, je veux ça comme sujet dans l'histoire, et hop en voiture Yvette, l'IA vous sort le film parfait avec un casting parfait. Je ne crois pas que ça soit très intéressant. L'intérêt du cinéma est justement l'électromagnétisme.
L'électromagnétisme est très important parce qu'il réfère de notre propre sensibilité et aussi du fait que nous soyons donc quand même gouvernés par hydrogène. Et donc on est quand même aussi impactant chimiquement dans nos espaces. Et il nous faut raconter quelque chose de ce que nous sommes, puisque nous ne sommes pas encore à l'heure actuelle capables de nous raconter aussi savamment que ne le fait le monde de la culture et des arts. Alors évidemment, les gens vont dire oui, mais les architectes. Mais on peut être architecte et faire un magnifique film. Et donc, introduire en fait une variation un tout petit peu plus musclée sur qu'est-ce que l'image, qu'est-ce que l'assemblage ingénieux. Et ainsi donc, arrêter de prendre des gens pour des cons aussi. Parce que l'avantage du cinéma, c'est aussi d'apporter donc la contribution à l'élévation. Et dans l'élévation, il y a aussi l'art de raconter quelque chose de très complexe, mais pas obligatoirement de façon compliquée. Et toute cette façon de procéder est littéralement très stimulante pour des personnes qui ont choisi cette profession pour exercer leur capacité, leur propre capacité. Voilà, donc je pense que le cinéma est indispensable à notre construction psychologique, psychanalytique et physique. Même si, encore une fois, nous ne pouvons pas non plus créer la modération sur les excès. Je ne pense pas non plus que la notion de censure sur une histoire soit le vrai sujet. Ni la confusion. Par exemple, dernièrement, je suis tombée sur un fait, je vais finir sur un fait divers. Une personne était accusée d'avoir joué un rôle de LGBT, je sais pas quoi, Q+, et elle avait été offensée par sa communauté. Alors là, nous avons un cas de figure de non-distanciation. Auquel cas, cette personne s'est considérée comme dans un documentaire. Alors il faut savoir qu'au cinéma, nous ne faisons pas de documentaire. Quand un acteur joue un rôle, il joue un rôle. Si par exemple demain, je vais voir Brad Pitt et je dis je veux que tu joues un noir, tout le monde va être offensé. La communauté noire peut se lever en disant quoi, Brad Pitt qui joue un noir? Mais il y en a plein des noirs. Surtout que bon, la battle sur le genre, sur l'ethnie, etc. est très dominante, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de blancs qui ont joué des noirs pendant un certain temps, ou des chinois. Mais il y a quelque chose de vrai à dire, je veux que ce soit Brad Pitt qui joue un noir. On peut défendre sa cause, parce que c'est de la fiction. Et que si ça se trouve, il sera très très bon dans le rôle. Voilà. Alors évidemment, bien sûr, on pourrait dire aussi, demander à un noir de jouer un blanc. Et savoir est-ce qu'il serait très très bon aussi dans le rôle. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans une convention. Et que cette convention, il faut qu'elle reste neutre. L'évolution du cinéma dans l'historique est un fait. Nous gagnons nos victoires comme ça. Le cinéma, par exemple, a été très politique par défaut, pas obligatoirement par choix. Ce qui, moi, j'estime que c'est un actionnaire de culture. Donc, s'il est trop politisé, il devient dérangeant. Parce qu'on ne peut pas se servir d'un bouclier qui ne vous appartient pas. Le monde des muses est un monde qui est littéralement le don généreux fait à quelqu'un. Et donc, tout ce qui touche à l'art, c'est quelque chose qui est généreusement donné à quelqu'un, qui va utiliser parce qu'il est le meilleur serviteur de cette cause. Et on devient à ce moment-là une figure notoire, et on embrasse une carrière si tout se passe bien, mais on peut aussi ne pas embrasser de carrière et être reconnu écosystémiquement comme étant un des meilleurs éléments représentants des muses.
Donc le cinéma est aussi dans un climat de guéguerre aussi à renégocier, parce que le monde de la production vient influencer aussi l'aspect problématique de la valeur culturelle aussi. Et donc nous avons quelque chose qui nous déstabilise, parce que dans le monde de la culture, il nous faudrait être indépendants, il nous faudrait être protégés, et donc ne plus être du temps non plus. Puisque quand on regarde par exemple un film avec des acteurs, je sais pas, si on regarde Laurel et Hardy simplement, voilà, prenons ça, ou Charlie Chaplin, ils ne sont pas de notre période, et on apprécie, on ne se sent pas désœuvré parce qu'on regarde quelque chose qui est plus ancien que nous. Donc dans l'historique, le monde de l'art et de la culture n'est pas entièrement de la contemporanéité. On parle de la contemporanéité, mais il n'est pas entièrement l'acquisition, en fait, de la période. C'est-à-dire personne ne peut se dire être complètement propriétaire de cette partie du temps, parce que ça nous empêche en fait de léguer quelque chose aussi à nos générations futures. Et c'est donc ces banques de données sont très importantes. Elles viennent relater de choses, d'exercices sur comment comprendre l'existence. Et le cinéma est un outil extrêmement performant. Si on se sent mal, réellement, on n'a plus la sensation d'être valorisé par le monde que l'on appréhende chaque jour, et dans son travail, et dans son relationnel, on peut s'isoler, regarder un film et se sentir mieux. Parce qu'on sera en contact avec une vérité. 1, le positionnement dans le temps présent, et 2, la relation à exister, racontée de façon subtile. Alors évidemment, bien sûr, il y a des films qui sont vulgaires, hein, il y a des films qui sont... Donc c'est sûr qu'on ne peut pas relativiser non plus le monde à regarder des pornos toute la journée, mais je parle de culture, je ne parle pas obligatoirement de défoulement physique. Donc je m'adresse quand même à des personnes qui ont un goût, hein, quand même, à travers cet article. Voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près. Et puis, d'un point de vue de la logique, j'essaierai de remplir ma mission aussi en tant que réalisatrice si je trouve un terrain favorable. Voilà ce que j'en pense, et c'est donc mon premier article sur le sujet.